Bonsoir à tous, merci d'être là pour cette deuxième conférence de la semaine. On a le plaisir d'accueillir ce soir Fanny Guillet pour une conférence qu'elle a intitulée « Artificialisation et biodiversité, politique publique et aménagement vers un changement de modèle ». Donc on remercie beaucoup Fanny d'être venue jusqu'à nous. Rapidement, en 2 secondes, Fanny est sociologue, si je ne me trompe pas. J'ai écrit politologue dans la fiche de description, donc erreur corrigée, sociologue, qui travaille essentiellement sur l'action environnementale et les politiques de la nature, et qui est au Muséum d'histoire naturelle. Donc je te laisse commencer, et puis merci encore beaucoup. Si j'ai bien compris, l'organisation de la séance, c'est plutôt conférence puis débat. Ceci étant dit, si vous avez des questions de compréhension, n'hésitez pas à me les poser, parce que ça ne sert à rien que je parle si vous ne me comprenez pas. Le thème que je vous propose, c'est effectivement un des grandes thématiques parmi mes travaux de recherche. Donc, je travaille globalement sur les politiques de la protection de la nature, le fonctionnement de l'État par rapport à ça. Mais je m'intéresse en particulier au croisement entre politique d'aménagement et protection de la nature. Alors, pour commencer, c'est pas pour mettre une sale ambiance directe, mais je me suis dit qu'il fallait quand même rappeler les enjeux. Bon, c'est un peu ce que je fais tout le temps, en fait, quand je m'exprime. C'est-à-dire que les enjeux, c'est une crise environnementale, même si le terme de crise peut être débattu. Donc j'ai pris 4 exemples. L'été 2022, le plus chaud enregistré en Europe, des sécheresses très importantes. Et puis, l'été dernier, c'était le dôme de chaleur en Canada, des méga-feux un peu partout, des inondations complètement exceptionnelles en Belgique et en Allemagne. C'est pas pour dramatiser, mais c'est pour montrer qu'aujourd'hui, les enjeux environnementaux, ils se vivent et ils se gèrent. Donc, ils amènent à la nécessité de politiques de gestion des crises qui touchent jusqu'au cœur des villes un peu partout, à toutes les latitudes sur la planète. C'est-à-dire que des inondations comme ça, c'est pas gratuit, ça se gère. Ouvrir des gymnases pour rafraîchir les gens, c'est pareil, ça se gère. Donc, on est dans la gestion concrète au quotidien. Et quel est le lien avec l'aménagement du territoire ? C'est que l'aménagement, globalement, alors c'est peut-être un peu réducteur de dire ça, mais il consiste beaucoup à construire des infrastructures, des logements, des villes, de l'urbanisation. Et ça, c'est un des facteurs majeurs, un des facteurs majeurs des changements globaux. Donc ça entraîne une accélération de la perte de la biodiversité, ça participe aussi au réchauffement climatique, puisque c'est générateur d'émissions de gaz à effet de serre, et ça amplifie donc les risques d'inondation, comme je l'ai montré dans l'exemple d'avant. Alors moi, dans mes recherches, je m'intéresse beaucoup plus à la protection de la biodiversité qu'au réchauffement climatique. Donc en général, je présente aussi ce schéma qui vient d'un papier sur les limites planétaires. Dans les médias, vous entendez beaucoup parler de changement climatique. Et en fait, d'un point de vue des limites planétaires, on n'est encore que dans le jaune au niveau du changement climatique. Et la biodiversité, la Biosphere Integrity, là, on est déjà très très loin dans les processus de dégradation. Donc c'est juste pour remettre à niveau l'enjeu de biodiversité par rapport à l'enjeu climatique. Même s'il est moins médiatique et moins pris en charge par l'action publique, il n'est pas moins important pour les conditions de vie sur Terre. Autre point d'introduction, donc je passe de l'aménagement à l'artificialisation. Les sols artificialisés en France, ça occupe 10%, en tout cas en termes de sols urbanisés. Mais on peut parler de 75% de la surface terrestre qui est altérée par les activités humaines. Alors évidemment, là-dedans, il y a l'agriculture, mais il y a aussi le fait que nos aménagements sont très dispersés sur le territoire.
Donc, je ne sais pas dans quelle mesure vous avez déjà entendu ou vu tous ces chiffres, mais globalement, même si voilà, c'est un processus qui est assez soutenu en France. On est champion d'Europe de la consommation des sols, donc on est à 830 mètres carrés par habitant environ, contre 565 en Allemagne par exemple. Le niveau d'artificialisation, il est estimé à 30 000 hectares par an. Alors c'est vraiment... Il y a différentes manières d'évaluer l'artificialisation, mais en tout cas, le chiffre qui est un peu consensuel ces derniers temps, c'est celui-là. Donc ça représente 40 000 terrains de foot à peu près par an. Et le graphe de droite, il est très important parce que c'est celui qui nous permet de comprendre qu'on a un modèle d'aménagement qui n'est absolument pas rationalisé, c'est-à-dire qu'il est très consommateur en sol, et plus que, il est décorrélé des besoins liés à la démographie. C'est-à-dire que les surfaces artificialisées augmentent beaucoup plus vite que la dynamique démographique. Et ça se retrouve aussi dans les régions où il y a une baisse démographique. Le niveau d'artificialisation continue quand même à augmenter. Alors, matériellement, comment ça se traduit ? Donc, c'est des choses que vous connaissez, donc du logement sur un modèle qui est beaucoup de la maison individuelle, même si on a ces derniers temps légiféré pour réduire la taille des parcelles. C'est énormément de zones commerciales, zones d'activité économique, et donc qui ont comme autre effet que les effets écologiques que j'ai mentionnés plus tôt, de réduire la capacité des terres agricoles à nous nourrir, un accroissement des dépenses liées au réseau, donc là c'est plus des problématiques de gestion des communes, et également c'est un modèle qui entrave le lien social et amplifie la fracture territoriale. Donc là, j'ai mis comme illustration une photo de centre-bourg que vous avez pu rencontrer où tous les commerces sont fermés parce qu'en fait, il y a des zones commerciales qui sont construites de part et d'autre de la ville. Et comme dernier point d'intro, non, avant-dernier, on observe aujourd'hui des nouveaux types d'artificialisation, d'urbanisation liés à l'évolution de notre mode de vie. Et donc, la photo qui est en haut, c'est un hangar de stockage. Donc, c'est Amazon, je crois, mais peu importe. On a, donc, avec la consommation par Internet et les livraisons, etc., en fait, il y a un doublement des surfaces prises pour les zones commerciales. C'est-à-dire qu'avant, on avait des supermarchés. Donc déjà, il fallait des infrastructures routières et des voitures pour aller au supermarché, donc pour sortir du centre-ville et aller aux marchandises. Aujourd'hui, on observe un effet qui est un peu différent, mais qui va emprunter un peu les mêmes types d'infrastructures. C'est-à-dire que les marchandises se postent loin parce qu'elles sont dans des hangars de stockage qui stockent énormément de choses différentes. Et il y a besoin d'énormément de routes pour revenir dans la ville et apporter ces marchandises. Donc on a les hypermarchés plus les hangars de stockage. Et vous voyez, ça représente tout de suite un nombre d'hectares important. On peut circuler en camion dedans, c'est très très gros. Et la photo du bas, c'est un data center. Donc ça c'est pour nos téléphones et nos internets à longueur de journée. Comme vous avez déjà probablement entendu dire, tout ça, ce n'est pas du fictif, c'est pas du cloud, c'est pas de l'air, c'est du matériel, c'est des réseaux et des grosses machines qui font énormément de chaleur. Donc c'est pareil, des hectares et des hectares qui sont actuellement recherchés pour construire des data centers. En parallèle, j'ai mis les énergies renouvelables. Alors là, on est sur une question un peu épineuse parce que les énergies renouvelables, c'est censé contribuer fortement à la transition environnementale. Actuellement, il y a de fortes politiques qui poussent au développement des énergies, étant donné le contexte à la fois nucléaire et à la fois la guerre en Ukraine, donc qui fait que vous entendez dans les médias au quotidien qu'on s'apprête à vivre un hiver très difficile, etc.
Donc là, le gouvernement a mis un énorme coup d'accélérateur sur la construction d'énergies renouvelables. Le problème que ça pose, c'est que ça va artificialiser, enfin en tout cas dans l'état actuel des choses, ça va artificialiser des zones qui jusque-là n'étaient pas dévouées à autre chose que de la nature en fait. Donc ça touche des endroits et on a du mal à réguler ça. Ça touche des endroits qui justement étaient plutôt préservés. Donc c'est vraiment c'est à double tranchant. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que si on artificialise des écosystèmes qui participent à la régulation du climat, en fait, on peut toujours faire plus d'énergie renouvelable pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Si le climat continue à augmenter, ça sert à rien. Voilà. Et pour finir sur cette introduction forte positive, juste dire que bon, j'ai un peu centré sur la France, mais c'est absolument pas du tout un cas français. Enfin, ce que je raconte, c'est absolument pas réservé à la France. C'est un phénomène qui est mondial. On est sur une homogénéisation des modèles à peu près dans tous les pays développés, enfin dans tous les pays occidentaux. Et les pays à développement très récent ne sont pas en reste. C'est un phénomène qui est quasi irréversible. Hein. Pendant très longtemps, toutes les infrastructures ont été, ne sont pas, sont irréversibles. On ne peut pas les enlever. On ne peut pas gérer tant de bitume. Et c'est un système qui a des fortes dépendances de sentiers, c'est-à-dire qu'il y a une très immense inertie à un système mis en place parce que il est tenu par une multiplicité d'acteurs, un peu tout le monde en fait finalement participe à ce système-là. Donc finalement personne n'est complètement responsable et finalement tout le monde l'est aussi. Et il y a des réseaux d'interdépendance entre tous ces acteurs qui fait que le système se tient. Et quand on essaie de l'ébranler pour des questions environnementales, c'est difficile à bouger en fait. Ça tient très très bien. Alors les questions environnementales, les voici. Donc, je disais que l'artificialisation, l'urbanisation, c'est un problème pour la biodiversité, le climat, pour nos conditions de vie sur Terre. Donc, comment ça agit ? Donc là, on va faire appel à vos notions d'écologie. J'ai mis des gros mots là, mais je vais les détailler un peu. En fait, l'effet de l'urbanisation, c'est de détruire, fragmenter les milieux et altérer des milieux. Donc, ça entraîne différentes conséquences sur les écosystèmes. Donc, premièrement, c'est la rupture des connectivités écologiques. Donc, parce que je pense que vous avez déjà beaucoup entendu parler de ça. Il y a la politique de la trame verte et bleue qui découle de ces connaissances-là en écologie. Donc, j'ai mis un exemple d'infrastructure routière. On voit tout de suite en quoi ça rompt des connectivités. Là, j'ai mis aussi le schéma qui est sur les plaquettes de la trame verte et bleue, qui prend l'exemple des batraciens. Donc, en fait, on voit ici que une grenouille, pour faire son cycle, elle a besoin de 4 milieux différents. Donc, en hiver, elle reste un peu sous les pierres, un peu cachée dans l'humus. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est en automne. En hiver, elle se rapproche des mares parce que c'est là qu'elle va pondre. Après, les jeunes, ils restent dans la mare pendant toute une longue période. Et les jeunes qui vont à l'âge adulte, eux, ils dispersent. Donc, ils vont aller chercher un autre espace, une autre mare. Donc, s'il y a des ruptures de connectivité entre ces 4 milieux, l'espèce ne va pas pouvoir assurer son cycle. Et ça, c'est la même chose avec énormément d'espèces qui ne dorment pas là où elles mangent, qui se déplacent beaucoup, que ce soit à l'échelle de la journée ou à l'échelle de la saison ou à l'échelle de l'année. Donc c'est à peu près invisible pour nous les humains, mais il faut avoir conscience qu'à chaque fois qu'on construit une route, c'est énormément d'espèces qui sont touchées par la route. Donc la perte de stabilité des communautés liée, en fait. Donc si vous avez des notions d'écologie, vous savez que l'écologie c'est un peu le pendant de la sociologie, mais pour les espèces. C'est-à-dire que c'est des relations entre espèces. Un écosystème, ça fonctionne par des relations entre les espèces et avec leur milieu. Donc il y en a qui mangent les autres, il y en a qui couvrent les autres, qui leur permettent qui sont hôtes, qui leur permettent de dormir. Voilà, elles se rendent des services entre elles, ou alors elles ont des relations de prédation. Si on enlève une des espèces du cycle,
le cycle est déstabilisé. Si on en enlève plusieurs, le cycle peut complètement disparaître et on a un appauvrissement hyper fort du milieu. Et donc, quand on construit un énorme site comme ça, on a de bonnes chances de toucher une espèce qui a une petite aire de répartition, c'est-à-dire que là, si une espèce vit sur un très petit espace, quand on met un énorme truc comme ça, on a toutes les chances d'avoir fait disparaître l'espèce en entière et donc de déstabiliser des communautés entières. Et puis, dernier point, je crois, pour dire que globalement, la biodiversité, elle a besoin d'espace, comme nous, en fait. Et donc, plus les milieux naturels ou les milieux semi-naturels sont petits, parce que coupés par des routes ou coupés par des quartiers d'habitation ou entravés par quoi que ce soit, moins il y a d'espèces qui pourraient y vivre. Et plus les espaces sont grands, plus les espaces sont riches en biodiversité. Et donc plus les écosystèmes sont stables, les communautés sont stables. Et donc les écosystèmes sont en bonne santé et donc fournissent tous leurs services de régulation du climat, des inondations, etc. Donc en fait, avoir des petits espaces, c'est une prise de risque pour la biodiversité et pour nos conditions de vie sur Terre. Alors, vous qui êtes paysagiste, probablement que votre approche de la biodiversité, ça va être principalement la biodiversité en ville ou en zone urbaine. Et effectivement, c'est un grand... ça commence à être un domaine c'est un domaine qui se développe de plus en plus, à la fois donc en écologie. Il y a tout un champ de l'écologie urbaine qui développe des connaissances sur la biodiversité en ville ou en milieu urbain. Il y a des organisations qui existent pour ça. Donc, j'ai mis un exemple d'un ouvrage qui est sorti récemment, soutenu par le PUCA, le plan urbanisme, construction, architecture, que vous devez connaître bien mieux que moi, et qui essaie de regarder quels sont les modèles urbains qui favorisent la biodiversité en ville. Alors évidemment, la biodiversité en ville, elle sera favorisée par des continuités, donc des trames vertes urbaines. Bien sûr, par des modalités de gestion. Plus on est extensif et plus on est sur des essences locales, mieux c'est pour la biodiversité, parce que si c'est pour ramener des cocotiers ou je sais pas quoi, même si on en met beaucoup, ça sert à rien. Enfin, en tout cas, d'un point de vue de la biodiversité. Ça peut être très joli, mais ça sert à rien. Et il montre aussi que les mosaïques d'espace sont favorables à la biodiversité. Alors, je fais ce point juste pour dire que je n'en parlerai pas. En fait, la biodiversité dont je parle, c'est justement la biodiversité qui n'est pas en ville, parce que la biodiversité en ville, c'est bien pour l'être humain, je te la remets. C'est bien pour notre bien-être et nos bonnes conditions de vie en ville, surtout si on veut essayer d'être sur un modèle de densité, essayer de gérer ça, l'arbitrage entre sobriété foncière et donc densité. Ça, c'est très bien, mais d'un point de vue de la biodiversité globale, les villes, c'est rien. C'est vraiment quasiment rien, quoi. Ce sont les villes. En fait, on va trouver en ville des espèces qui ont pu s'adapter à la ville. Donc, c'est des espèces qui sont super robustes, super généralistes et qui sont effectivement pas en danger. Les pigeons, les corneilles, tout ça, ça va bien. Ces espèces-là, elles vont très bien. Et donc, se raccroche à ce débat-là, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est ces deux conceptualisations du sujet, c'est le land sharing ou le land sparing. Ça vous parle ? Donc, en fait, l'idée, c'est est-ce que, d'un point de vue de notre conception globale, est-ce qu'on va plutôt favoriser un land sharing où on essaye d'avoir de la nature et de l'activité humaine un peu étalée partout, ou est-ce que l'idée, ça va être plutôt de densifier et d'essayer de laisser des grands espaces à la biodiversité et d'avoir une empreinte humaine la plus faible possible sur des grands espaces. Donc ça va être le land sparing. Donc, si vous m'avez bien compris, vous avez bien suivi, vous avez compris que c'est le land sparing qui va être le plus favorable à la biodiversité en tant que telle. Donc, c'est essayer de réduire en surface notre empreinte humaine. J'ai aucune notion du temps. Il est moins 5. 7 h moins 5. Donc, j'ai mis 25 minutes là pour raconter ça. Il va falloir accélérer, hein.
C'est dommage parce que je commence à rentrer dans le vif du sujet que maintenant. Donc, en fait, la question dont je parle, ça va être principalement une question de sobriété et de sobriété dans la consommation des sols. Et ça, c'est un problème qui est à l'agenda depuis assez longtemps au niveau des politiques publiques. C'est-à-dire que l'aménagement du territoire, en gros, il a pris énormément d'importance dans les politiques publiques au sortir de la guerre. Il fallait reconstruire le pays, il fallait un peu harmoniser, penser les zones économiques, mais ne pas délaisser les zones, la diagonale du vide là, qui s'est un peu créée à cette époque. Essayer de penser voilà, une solidarité des territoires et un aménagement. Donc voilà, il y a eu tout un mouvement avec la création d'une institution qui s'appelait la DATAR et qui a été très proactive. Donc l'État a été très proactif sur cet aménagement du territoire. Puis il y a eu les lois de décentralisation qui ont fait que l'aménagement il a été beaucoup descendu à l'échelle des collectivités, et notamment avec le maire qui a la main sur le permis de construire depuis les années 80. Et donc à l'époque, voilà, c'était un peu... on avait beaucoup de place, beaucoup de moyens, donc on fait. Et puis on s'est quand même rendu compte, dès les années 2000, qu'on ne pouvait pas continuer finalement, que ça coûte cher, ces réseaux, et qu'il fallait un peu de reprise, un peu de rationalisation de cet aménagement on était descendu trop bas en fait dans l'échelle de la pensée. Donc il fallait un peu une reprise. Et donc c'est là où on a eu la loi SRU qui visait aussi beaucoup à organiser les logements déjà. Et donc c'est elle qui a permis la mise en place des documents actuels de planification du territoire, donc les PLU, les SCOT. Alors vous pouvez constater un superbe code couleur qui vous indique en jaune les lois relatives à l'urbanisme et en noir les lois relatives à la protection de la nature, qui se croisent bien sûr parce que les deux parlent du sujet. J'avais mis avant la SRU la loi de protection de la nature dans laquelle on trouve beaucoup de dispositions sur la protection d'espaces, donc les aires protégées, etc. Et aussi l'évaluation environnementale, donc j'en reparlerai. La loi Grenelle qui a renforcé l'évaluation environnementale, qui a mis en place la trame verte et bleue. En 2014, il y a la loi Allure, qui est principalement une loi pour réguler les logements, mais dans laquelle il y a un chapitre entier sur la lutte contre l'étalement urbain, donc avec énormément de modifications à apporter au PLU. En 2016, la loi biodiversité et la séquence ERC, j'en reparlerai tout à l'heure. Et en 2021, la loi climat qui met en place l'objectif de zéro artificialisation nette. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Oui, non ? D'accord. Alors, une autre façon de ranger mes instruments d'action publique là, que je vous ai mis dans ce tableau, c'est de distinguer, donc d'une part, s'ils relèvent de politique d'urbanisme ou de politique environnementale, et la façon dont ils agissent sur le territoire. Donc la première ligne, c'est une régulation des aménagements, donc on encadre l'aménagement pour essayer qu'il se passe mieux. Et la deuxième colonne, c'est la régulation des impacts. Donc c'est on aménage, mais par contre on essaye que ce soit un peu moins pire. On va voir comment et si ça marche. Donc on va voir dans un premier temps, en fait ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de passer un peu en revue tous ces outils, enfin ces instruments d'action publique, essayer de voir comment ils agissent à la fois sur l'aménagement, sur la biodiversité, et qu'est-ce qu'on peut en attendre, ou est-ce que, enfin, voilà, comment on pourrait aller plus loin. Donc je vais d'abord m'intéresser aux instruments réglementaires, donc qui consistent à encadrer, donc à demander de faire mieux ou ne pas faire, et les instruments qui relèvent d'une autre logique, qui est une logique de limiter ou de compenser les impacts. Donc juste un petit mot de définition, parce que je ne suis pas sûre dans quelle mesure le terme d'instrument d'action publique est familier pour vous. Mais en gros, on a des lois et après, il faut les appliquer, les lois. Et donc, pour les appliquer, on met en place des instruments. Donc, ça peut être des taxes, ça peut être des aires protégées, ça peut être différentes façons ça peut être différentes choses.
qui permet de mettre en œuvre ces lois. Et donc, en fait, un instrument, c'est à la fois un dispositif qui est technique, social, politique, et qui organise en fait un rapport qui encadre la négociation entre les acteurs qui sont concernés par le sujet. Donc ça endosse une problématisation. Donc là, tout ce que je vous dis, tous les instruments dont on va parler, c'est des instruments qui visent à rationaliser l'aménagement et à engendrer une démarche de sobriété foncière. Mais ça engage aussi une façon d'opérer et on va voir que les conséquences sont très différentes d'un instrument à l'autre. Voilà. Et donc pour ce qui concerne donc, les instruments réglementaires de l'aménagement dont je vais parler maintenant, on dit que ça relève d'une approche de l'État qui est un État pédagogue, qui pilote une direction et qui essaye d'encadrer la façon de faire, la façon dont on doit faire. Et l'idée, c'est d'imposer un état général qui consisterait à se mettre d'accord sur le fait qu'il faut faire de la sobriété foncière. Donc, un des outils traditionnels, on va dire, réglementaires pour encadrer l'aménagement du territoire en faveur de la biodiversité, c'est bien sûr la protection d'espaces. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure les espaces protégés, ça vous parle ou pas? Si, quand même, c'est bien. Enfin, c'est bien, j'en sais rien, c'est bien, mais en tout cas, tant mieux, parce que j'ai besoin que vous sachiez ce que c'est pour cette présentation. Du coup, en fait, en France, donc là, la carte que vous avez, c'est tous les types d'espaces protégés confondus. Il faut bien avoir en tête qu'on a des statuts très variés, dont beaucoup sont des protections qu'on appelle faibles. Et donc, la France est couverte à 35% de son territoire par des protections faibles, comme par exemple les parcs naturels régionaux. Peut-être que certains d'entre vous travailleront plus tard dans ce type d'organisation. Donc là, c'est en gros un parc naturel régional, c'est un territoire on va dire normal, sauf qu'il y a une charte et donc il y a une espèce de formalisation des enjeux et de l'identité du territoire et de quelle manière on veut l'aménager pour atteindre des objectifs naturels et culturels. Donc il y a une mise en accord des élus des communes qui adhèrent à ce parc pour essayer de respecter ce cahier des charges écologiques et culturelles. À l'inverse, les protections fortes, il y en a moins de 2% en France. En fait, on a eu la politique SCAP, donc la stratégie de création des aires protégées, qui se voulait atteindre 2% du territoire en protection forte en 2019. Donc ça n'a pas marché. Donc maintenant, il y a une relance de cette politique qui est la stratégie nationale d'aires protégées, la SNAP, et qui vise à atteindre, attention, 10% du territoire en protection forte. Donc en fait, ce saut-là, entre 2% et 10%, c'est un peu pour l'anecdote que je raconte ça, mais c'est une déclaration d'Emmanuel Macron qui a été faite au lendemain de l'IPBES en 2019 et qui a dû s'en mêler les pinceaux quelque part, parce qu'en fait, c'est juste impossible d'avoir 10% du territoire en protection forte. Et ça a été vraiment le branle-bas de combat dans les services de l'administration, enfin du ministère et même au muséum, où il fallait déjà ne pas sortir les plaquettes parce qu'il annonçait 30% du territoire en protection faible, sauf qu'on est déjà à 35%. Donc voilà, donc fallait pas dire qu'on était déjà, puisque c'était. Et en plus, atteindre ce 10%, en fait, qu'est-ce qu'on va faire pour atteindre ce 10% ? On va changer la définition de la protection forte. Et on va aussi classer énormément de zones d'aires marines, parce que c'est plus facile de classer des grandes surfaces en aires marines protégées, parce qu'il y a moins de gens qui habitent sur l'océan. Voilà. Donc tout ça pour dire, je suis un peu ironique dans ma façon de vous présenter le dispositif, mais c'est vrai que c'est clairement l'outil le plus efficace d'un point de vue écologique, parce qu'il y a une vraie intention qui est là avec des gens qui travaillent sur le sujet et donc qui communiquent en permanence avec les élus, avec les services techniques des collectivités. Et donc il y a une vraie animation en fait, territoriale et une connaissance écologique du territoire qui permet de mieux la protéger. Donc clairement, c'est l'outil le plus efficace. Et à la fois, c'est un outil très impopulaire parce que c'est des contraintes. Et parfois, il y a des communes qui n'ont pas envie de contraintes. Parfois. J'avance un peu. Donc,
Un autre outil, donc, oui. Est-ce que juridiquement, ça veut dire que les protections fortes sont prescriptives, c'est-à-dire peuvent se mettre au tribunal à la différence des protections faibles? Oui, effectivement, les régimes ne vont pas être les mêmes. Donc une fois qu'on est le processus de classement est très très lourd. Et une fois qu'on est classé, on ne peut pas être déclassé comme ça. Sauf que si vraiment... Alors c'est à double tranchant, c'est-à-dire que parfois il y a des communes qui voudraient déclasser et en fait l'État leur impose que non. Et parfois, à l'inverse, elles veulent avoir le greenwashing, donc être classées. Mais l'État fait des évaluations, enfin il y a des évaluations régulières de la qualité de ces espaces protégés qui sont faites. Et si l'État constate qu'il n'y a aucun effort de fait, elle peut déclasser. Voilà. Mais effectivement, c'est des... Ah oui, tout à fait. Après, il faut être un petit peu motivé pour construire le dossier, mais oui, c'est tout à fait possible. Donc l'outil majeur de régulation de l'artificialisation, enfin d'encadrement de l'aménagement qui relève de l'urbanisme, c'est bien sûr la planification urbaine, donc les SCOT et les PLU qui ont été apportés par la loi SRU, et notamment la loi SRU, ce qui a changé par rapport au poste qui existait avant, c'est le programme d'aménagement et de développement durable. Donc vraiment, là, les communes, elles sont invitées très fortement, enfin, elles sont obligées, en fait. Enfin, elles ne sont pas obligées de faire des PLU, mais une fois qu'elles se lancent dans la démarche, elles doivent faire leur déclaration sur le type d'aménagement durable qu'elles proposent de faire. Alors, donc il y a 49% des communes qui ont un PLU, donc en fait, il y en a moins de la moitié, donc... il y en a beaucoup qui sont en règlement national RNU, je ne sais plus ce que ça veut dire. Donc là, ça veut dire que ça se joue entre le maire et le préfet, donc on maîtrise beaucoup moins la planification. Mais donc, l'État invite toujours plus de communes à se mettre en PLU. Après, donc, même si c'est un outil qui est extrêmement puissant parce qu'il permet vraiment de zoner la qualité des espaces et de mettre d'attribuer un règlement à chacune de ces zones. On voit qu'il y a quand même une très grosse différence entre les annonces qui sont faites dans le PADD et le règlement qui spécifie concrètement ce qui va être mis en place. Mais encore une fois, ça dépend vraiment des intentions de la commune et de la sensibilité de ses services techniques et de ses élus à porter un projet d'aménagement durable ou pas. Et juste un petit point pour dire aussi que donc vraiment le PLU, ça relève d'une politique d'aménagement qui est assez décentralisée et en fait le rôle de l'État là-dedans, c'est de donner des orientations, mais finalement, concrètement, ce qu'il fait, c'est juste un contrôle de légalité. Donc, il regarde les documents, il regarde si toutes les pièces y sont, et si c'est correct d'un point de vue juridique, et si c'est bon, ça passe. Mais il intervient assez peu sur le projet politique. Donc, on a toujours cette ambiguïté que l'État est responsable des politiques environnementales, et en même temps, quand il est devant la commune, il ne peut pas lui dire, non, si vraiment ça ne va pas, il peut refuser le dossier et demander des révisions. Mais globalement, l'État a peu de prise concrète sur la planification locale. Donc la trame verte et bleue, donc issue du Grenelle, là c'est vraiment d'un point de vue écologique, c'est bon, au-delà des espaces protégés bien sûr, c'est vraiment un outil qui est une très très grande avancée politique parce qui a vraiment un très grand sens écologique. Enfin vraiment. Les relations entre science et politique, hein, c'est une grande question, une question infinie. Mais là, vraiment, c'est un exemple de superbe prise en compte de l'avancée des connaissances en écologie qui a été intégrée dans une politique publique. Donc, les régions ont été chargées, donc, suite au Grenelle, de faire leur schéma de cohérence écologique. Donc, chaque région est dotée de son SRCE. Et ensuite, il doit y avoir une mise à l'échelle de la trame aux différentes échelles. Sauf que ça coince un peu au niveau des PLU. C'est-à-dire que les SCOT, donc, tout le territoire n'est pas couvert par un SCOT, mais quand il y a un SCOT, globalement, le travail sur la trame verte et bleue est bon, mais l'application concrète au niveau du PLU, et encore plus l'application concrète, c'est-à-dire avec des protections des zones impliquées et des gens pour entretenir ces zones, etc., là, c'est vraiment en deçà de ce qu'il faudrait faire.
Du coup, j'en conclus que c'est un instrument très très pertinent, mais qui a une application très faible, malheureusement. Il est quelle heure ? Il est 10, 7h10. Mais où est-ce que tu vois l'heure ? Ah oui, il y a une heure, d'accord. Donc je passe à la deuxième catégorie d'instruments. Donc vous vous souvenez, je vous ai dit que c'était les instruments de régulation des impacts. Donc là, c'est on fait, mais on essaye de limiter ou de compenser les impacts. J'avais rajouté une diapo et je l'ai mise après. Donc là, ces instruments-là, ils relèvent de ce qu'on appelle, ce qu'on qualifie parfois aujourd'hui la neutralité écologique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. En fait, on a une tendance très forte à la multiplication de ces types d'instruments-là. Donc, je ne sais pas si j'ai mis plusieurs exemples. La zéro perte nette de biodiversité, dont je vais parler après. Le zéro artificialisation nette, dont certains d'entre vous ont déjà entendu parler. La France est aussi engagée à atteindre le zéro émission nette à l'horizon 2050 dans le cadre du climat. L'Europe a aussi sorti le zéro pollution nette, donc je ne sais pas encore dans quel cadre ça va se jouer, mais voilà, je sais que c'est sur le feu. Donc on est vraiment dans le zéro, donc dans les objectifs politiques super ambitieux, sauf que à la fin il y a net, et en fait ce n'est pas un arrêt en fait des impacts. C'est un bilan net qu'on veut atteindre. Donc on échange des impacts contre des compensations. Donc ça implique toute une mise en place de métriques. Et donc il faut s'intéresser de très près à qu'est-ce qu'on compte pour atteindre ce bilan net. Et là, c'est la porte ouverte, comme vous pouvez l'imaginer, à beaucoup de réductions dans les ambitions. Parce qu'en fait, on n'est pas obligé de tout compter si ça ne nous arrange pas de tout compter. Donc, je vais essayer d'expliquer ça. Juste avant d'expliquer ça, je voulais faire une petite introduction à ce type de politique qui est en très forte expansion, parce que vraiment, c'est vraiment l'air du temps. C'est vraiment ce type de politique qui prennent le dessus actuellement. Et donc, c'est quand même intéressant de comprendre d'où ça vient. Donc, si je remonte donc, jusqu'à maintenant, en fait, jusqu'aux années 70-80, on va dire, on était beaucoup dans du réglementaire. Donc, on cadre, on a une conception de l'intérêt général et l'État cadre. Ça a basculé après les années 70. Donc, dans les années 70, il y a eu une forte critique de la modernité. C'est là où des sociologues comme Ulrich Beck ont proposé le terme de société du risque, c'est-à-dire la prise de conscience que la société génère ses propres risques. En fait, on n'est plus dans des risques naturels, en fait, dans des risques climatiques qui fait qu'on ne va pas réussir à avoir suffisamment de culture et à avoir suffisamment de nourriture, etc. On n'est plus dans ces risques-là. Désormais, à partir des années, il y a eu le basculement de la modernité, ça a été vraiment de comprendre que le risque, il vient de nous-mêmes. Donc c'est suite à Tchernobyl, Seveso, à des événements comme ça, qui ont fait prendre conscience que toute la question des pesticides qui commençait déjà à émerger à cette époque-là. Donc là, c'est vraiment la prise de conscience que c'est nous-mêmes qui générons nos propres impacts. Donc ça a amené à d'énormes critiques en fait du développement et plutôt une ambiance un peu morose, on va dire. Et il y a eu une espèce de regain d'optimisme qui est survenu dans les années 80-90 envers la modernité, avec une espèce de retournement où on s'est dit mais en fait c'est la modernité qui va nous sauver. Donc on va se sauver par la technique et par l'écologisation des pratiques. Donc les pratiques, on les continue de la même manière, sauf qu'on va réussir à les ajuster à la marge pour qu'elles aient moins d'impact. Donc vraiment, c'est vraiment un débat qui est avant tout politique. Du coup, dans les années 90, donc, ce paradigme-là, il a été très approprié
par la sphère technico-administrative, enfin, par les États, finalement, ça les arrangeait bien d'avoir un discours qui dit qu'on peut continuer le développement tout en n'ayant plus les inconvénients du développement, quoi. Et ça va aussi avec une époque un peu de recul de l'État. C'est-à-dire que c'est là où on est passé du gouvernement à la gouvernance. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces termes, où les politiques publiques sont partagées avec les acteurs impliqués. Donc, on est sur un fonctionnement beaucoup plus horizontal et beaucoup moins dirigiste. Et on fait rentrer les acteurs économiques dans la conception des politiques et dans leur mise en œuvre. Donc c'est vraiment un basculement qui a eu lieu dans les années 90 et ça se retrouve aussi dans les grands rendez-vous politiques au sujet de l'environnement. Donc le sommet de la Terre de 92, c'est vraiment celui qui a mis en place le développement durable et cette conception économique de l'écologie. Voilà pour l'intro. Et ça se traduit concrètement, donc, comme je le disais, à la fois par une participation très forte de l'ensemble des acteurs à la conception des politiques et à leur mise en œuvre. Après, ce qui est très bien, parce que ça veut dire qu'on a des politiques très ouvertes et qui sont forcément plus adaptées, puisqu'on intègre les acteurs qui connaissent le sujet dans cette prise en charge de ces politiques. Et en même temps, cette ouverture... elle laisse la place aussi aux rapports de pouvoir qui sont très inégaux. Et ça fait que les rapports de pouvoir ne se jouent plus sur une scène de débat démocratique, mais se jouent à l'intérieur même de la mise en œuvre de ces politiques, où ceux qui ont du pouvoir, ils vont arriver à orienter la politique comme ça les arrange, et ceux qui en ont moins, tant pis pour eux. Voilà. Je crois que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais écrit là-dessus. Voilà, donc je vais vous donner deux exemples de politiques qui relèvent de ce paradigme-là. Donc la séquence ERC, donc pour les aménagements. Et après, je parlerai du ZAN, qui est un peu à cheval entre les deux et qui est l'actualité du moment. Donc comme je le disais tout à l'heure, le Grenelle de l'environnement a fortement renforcé l'évaluation environnementale des projets d'aménagement. Alors normalement, ça se joue au plan programme, donc au SCOT PLU et à l'échelle des projets. Simplement, je vais m'intéresser plutôt aux projets dans ce que je vais vous raconter parce que c'est très mal appliqué pour les plans et programmes. C'est très mal fait. Ça ne marche pas très bien. Et donc, ce qu'a renforcé le Grenelle de l'environnement, c'est pas juste d'évaluer les impacts, mais de demander aux porteurs de projets de mettre en œuvre une séquence éviter, réduire, compenser. Alors, l'exemple que je prends en général, qui est très facile à comprendre, c'est l'exemple d'une autoroute. La démarche d'évitement, c'est de choisir un tracé qui est le moins impactant possible. Donc, on ne va pas au milieu de la zone humide et du méandre du Gardon, là, mais on passe en dessous. La réduction d'impact, c'est là l'exemple d'un passage à faune pour réduire l'impact de la rupture de la connectivité écologique liée à la route. Et une fois qu'on a bien évalué et bien mis en œuvre des mesures d'évitement et de réduction, on va compenser les impacts résiduels. Parce qu'évidemment, la route, elle va quand même avoir des impacts. Une fois qu'elle est là, elle a des impacts. Et donc l'idée de la compensation, c'est de sécuriser du foncier normalement pas trop loin de l'ouvrage, et de faire de la restauration écologique pour que ça remplace ce qui a été détruit. Donc l'idée, on est dans l'idée du bilan là. Donc, si on détruit des espèces et des espaces, on restaure des espèces et des espaces, et à la fin, on a un bilan net. Donc non perte nette de biodiversité. Juste en quelques mots, vous dire quand même que tout ça, ça met en branle tout un système d'acteurs qui est composé d'abord du maître d'ouvrage qui demande l'autorisation d'avoir son projet. Et pour être autorisé à faire son projet, il doit fournir cette évaluation environnementale. Il a fourni à qui? Il a fourni à l'administration de l'État, qui instruit le dossier et qui sollicite aussi des organismes, par exemple l'autorité environnementale et le Conseil national de protection de la nature, qui vont rendre un avis sur la qualité du dossier et si
les impacts environnementaux ne sont pas trop forts ou pas, et surtout sur la conformité juridique du dossier. Alors, le dossier, je ne l'ai pas dit, il est largement composé du travail des bureaux d'études qui sont mandatés par le maître d'ouvrage pour réaliser donc, les inventaires de nature, les tracés. Enfin, vraiment, c'est vraiment des bureaux d'études qui fournissent ce travail-là. Et donc, peut-être que certains d'entre vous seront amenés plus tard à travailler dans des bureaux d'études, soit généralistes, soit plus vers l'écologie, et qui seront donc amenés à participer à ce type de dispositif. Je précise aussi que c'est le maître d'ouvrage qui paye le bureau d'études, et donc le bureau d'études, il a tout intérêt à dire ce qui fait plaisir au maître d'ouvrage. Donc il y a un peu un jeu de tension à différents endroits de ce système d'acteurs, puisque le bureau d'études doit satisfaire le maître d'ouvrage, et en même temps, il doit quand même satisfaire l'administration, parce que si le dossier est vraiment trop nul, l'administration va le refuser. Donc il y a tout un jeu comme ça qui influence énormément la qualité des dossiers et des mesures. Et in fine, quand tout est OK, c'est validé par le préfet qui fournit l'autorisation au maître d'ouvrage de construire son ouvrage. Alors, maintenant, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cette histoire de bilan net, là, ça implique qu'on compte des choses, et c'est très important de s'intéresser à qu'est-ce qu'on va compter. Et donc là, je vais vous présenter toute la série de réductions qui vont avoir lieu et qui vont faire qu'on va compter pas grand-chose, in fine. Donc la première réduction, c'est le champ d'application de la... Ok, donc là, il me reste 20 minutes. Ah ouais. Ah ouais, non, faut qu'on discute un peu. Ok, donc je me grouille. Donc, en fait, le champ d'application, donc c'est donc quels ouvrages sont concernés par cette évaluation environnementale. C'est pas tous, mais pas du tout tous. C'est 5% peut-être des aménagements qui sont censés mettre en œuvre une séquence ERC. Et ça, c'est régulé par un article, c'est régulé par un article de loi où on peut voir comment... bref, je passe. Ensuite, une fois qu'on a vu le champ d'application, on peut aussi regarder comment sont construits les dossiers et quelles sont les espèces qui font vraiment l'objet d'une évaluation et de mesures. En fait, on va voir que à la base, le bureau d'études, il fait un inventaire exhaustif de toutes les espèces qui sont présentes sur le site. Donc, il y en a souvent énormément, genre 4 ou 500. Et à la fin, les mesures, elles vont concerner que 8% des espèces pour les mesures d'évitement et de réduction et 4% des espèces pour les mesures de compensation. Donc, finalement, on a une réduction qui est à la fois juridique et à la fois écologique. C'est-à-dire que ce n'est pas une non-perte nette de la biodiversité, c'est une non-perte nette d'une toute petite partie de la biodiversité qui a un statut réglementaire parce qu'elle figure sur la liste des espèces protégées. Ensuite, la compensation, comment elle est faite ? Donc l'idée de la compensation, comme je vous l'ai dit, c'est donc on a un endroit qui va être aménagé, donc à la fin il va être donc beaucoup de surfaces détruites. Et l'idée c'est qu'en face de ça, on prenne un site très dégradé et qu'on le ramène à l'état initial. Sauf que ce qui se passe, c'est que 80% des compensations sont faites sur des milieux qui ressemblent déjà à l'état qu'on veut obtenir à la fin. Donc, il n'y a pas de compensation. Et il y a une espèce d'accord en fait, collectif sur ce fonctionnement-là. C'est une espèce de compromis entre les services de l'administration environnementale qui impose ce qu'elle peut, mais qui ne peut pas imposer à des maîtres d'ouvrage de sortir des sommes colossales pour aller restaurer des milieux réellement dégradés et qui, en plus, coûtent très cher d'un point de vue foncier parce que les milieux dégradés, généralement, c'est des milieux qui sont potentiellement constructibles ou qui sont en délaissé industriel. Et là, il y a des montants de restauration qui sont colossaux. Voilà. Donc, je vais essayer de la faire, les zéro artificialisation nette en moins de 5 minutes. Donc là, c'est vraiment le dernier dispositif sorti. Alors, bon, je pense qu'on... j'ai posé la question. Est-ce qu'on est dans une nouvelle politique de neutralisation, enfin de neutralité écologique qui va aboutir au même type de réduction dont j'ai parlé avant, ou est-ce qu'on est sur un véritable tournant de l'aménagement du territoire ? Je pense que la réponse est dans la première partie de la question, mais on peut se permettre d'avoir un petit doute.
Alors, il faut vraiment que j'aille vite, donc je ne vais pas détailler tout ça. Mais en gros, le zéro artificialisation net, il est porté par la loi climat et résilience qui est sortie donc en août 2021. Et en fait, là où on peut avoir un doute, c'est que les chiffres qui ont, donc les chiffres qui ont été décidés in fine après un long dispositif consultatif, etc., ça a été d'atteindre le zéro artificialisation net à l'horizon 2050. Donc ça, c'est loin, et en plus, c'est du zéro artificialisation net, donc on sait que voilà, on va pouvoir compter ce qu'on veut compter. Ceci étant dit, ce que demande la loi, c'est aussi de réduire par 2 l'artificialisation à l'horizon 2031. Donc, reste à voir comment ça va se répartir sur le territoire, mais l'idée, ça va être vraiment d'atteindre de faire réduire en 10 ans la nouvelle artificialisation. Et donc ça, c'est un peu la révolution dans les collectivités qui provoque énormément de débats, de réticences, d'opposition et de rendez-vous à Paris pour essayer de faire sauter les textes, évidemment. Alors, j'ai mis quelques petites citations pour dire que d'un côté, en fait, il y a eu vraiment... c'est vraiment un débat très, très, très houleux. Par exemple, une association de protection de la nature qui dit qu'elle a été horrifiée par le débat qui s'est tenu au Sénat et qui ont essayé de déconstruire la loi avant même qu'elle sorte. En général, on attend les décrets d'application quand même pour déconstruire une loi. De l'autre côté, la Fédération des Scots qui dit que voilà, c'est énorme ce qu'on leur demande et l'Association des maires de France et l'Asso des régions de France ont réussi à repousser de 6 mois. Et là, ils sont en train d'essayer de repousser encore. Après, donc, vraiment en 1 minute, ce que je voulais finir par vous montrer, c'était encore ces enjeux de qu'est-ce qu'on compte. Et donc, effectivement, il y a un décret d'application de la loi qui est sorti, qui distingue qu'est-ce qu'on considère comme de l'artificialisé et qu'est-ce qu'on considère comme du non-artificialisé. Et en fait, ce qu'on va voir là-dedans, c'est que les carrières et le photovoltaïque, c'est considéré comme du non-artificiel. Donc, le photovoltaïque, à la limite, c'est que des piquets qui sont au sol, mais la carrière, vraiment, si c'est pas artificiel, là, c'est assez incompréhensible. Et alors, un autre point qui est important, c'est que la méthode de calcul ne va pas être imposée aux communes. Donc, ça veut dire qu'elle va pouvoir, encore une fois, choisir un bureau d'études avec lequel elle va pouvoir négocier une méthode qui lui convient pour euphémiser la contrainte et la façon de calculer. Donc, elle va atteindre son moins 50%, mais par contre, comment elle établit sa base, ça, on ne sait pas. Et donc, forcément, si on établit une toute petite base, c'est facile de faire du moins 50. Donc, le rôle des bureaux d'études va être vraiment très important là-dedans. Et puis, dernier point sur l'enjeu que ça a pour la biodiversité. En fait, il y a un risque de dérapage. À la fois, ce principe de zéro artificialisation nette, il vient d'une préoccupation écologique. Sa première mention, c'est dans le plan biodiversité qui a été sorti en 2018, à l'époque où c'était Nicolas Hulot qui était ministre de l'écologie. Donc ça vient de cette pensée-là. Et en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure des débats, l'enjeu écologique, la pensée écologique, elle est de plus en plus écartée. Et d'ailleurs, on voit bien dans la loi, en fait, le ZAN il va être régi par le code de l'urbanisme. Et dans l'urbanisme, la biodiversité ou des trames vertes et bleues, ça n'existe pas vraiment, en fait. Ça, c'est le code de l'environnement. Et donc, on voit qu'il y a une très bonne définition de l'artificialisation au début du texte. Et en fait, tout le reste du texte, c'est des questions de sol, sol imperméable, pas imperméable. Mais ça, c'est pas d'écologie, c'est différent. Et donc, on voit qu'il y a déjà un recul des enjeux écologiques dans la façon dont sont portés les textes. Et on voit aussi ça dans la nomenclature là, que j'ai présentée juste avant. On ne distingue pas bien, alors ça a été un peu amélioré, mais en fait, ça fait quasiment pas de différence dans les textes si on est sur un stade de foot ou si on est sur une prairie naturelle. C'est quasiment la même chose, c'est du non artificiel. Or, d'un point de vue écologique, ça n'a juste rien à voir. Et donc, il y a potentiellement un risque que ça rate sa cible. Voilà, je m'arrête là et il reste quelques minutes pour les questions.
Bon, on va aller rapidement sur les questions. Merci. Ça marche, ça, Teddy ? Oui, ça marche. Merci beaucoup, Fanny. Merci et désolé de t'avoir un petit peu bousculé sur la fin. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors comment dire, c'est en rapport en fait avec la séquence ERC. C'est en fait, moi je me suis toujours demandé, pourquoi est-ce qu'on a mis réduire et compenser, pas simplement éviter. La réponse, c'est tout ce que j'ai présenté avant. C'est-à-dire que, en fait, éviter, on n'y arrive pas bien. C'est-à-dire que les protections d'espace, il ne peut pas y en avoir partout et on n'arrive pas trop à en faire des nouvelles. Les PLU, il y a une intention, mais qui est très molle, en fait. Et du coup, éviter, ça veut dire... éviter, ça veut quasiment dire ne pas aménager. C'est quasiment faire de la sobriété, quoi. Et faire du renouvellement urbain et faire de la restauration d'ouvrages. Et ça... Alors, on espère que le ZAN, avec ses moins 50 à l'horizon 2031, va accélérer ce mouvement de renouvellement. Mais en fait, tant qu'on est dans un paradigme de l'aménagement, on aura toujours des impacts, quoi. Et donc, avec un peu de cynisme, on peut dire que cette réduction-compensation, c'est vraiment le paradigme de la modernisation écologique. C'est qu'on fait la promesse qu'on va continuer un développement, mais qui, comme on va faire attention, c'est un développement qui sera écologiquement compatible, qui sera un développement durable, quoi. Donc, ça profite au prolongement d'un modèle consommateur. Voilà. Donc, si je comprends bien, le zéro artificialisation nette, tu penses qu'il y a une potentialité de changer de paradigme, un peu de plus être dans ce paradigme de la croissance verte, parce que c'était un petit peu ça, quoi. Et en quoi, bon, c'est sûrement aussi pour préciser un peu ce que tu as dit rapidement, en quoi on va réussir à pas être à retomber dans les mêmes travers que la séquence ERC, parce que en fait tout ça nous montre que c'est avant tout des politiques quantitativistes qui gèrent notre relation à la biodiversité sans jamais avoir, j'allais dire, les pieds au sol, quoi. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est un peu l'ambiguïté et une des critiques de gérer par des politiques quantitativistes. Et en même temps, quand on propose un outillage sur mesure, donc le PLU, typiquement, que chaque territoire construit son aménagement comme il le pense. Enfin, c'est très libre, le format du PLU. Sur 20 ans, on n'a pas du tout atteint les objectifs escomptés de rationalisation. Donc là, il y a un objectif chiffré qui tombe. En fait, c'est cet objectif chiffré qui est potentiellement une sortie du modèle du modèle de la séquence ERC, quoi. Est-ce qu'on va retomber dans les mêmes travers ? Ça dépend énormément du mode de calcul. Mais si on arrive à obtenir qu'il y ait quand même une espèce de sérieux qui soit mis dans le mode de calcul, il va bien y avoir ce moins 50 à un moment, quoi. Et ça change quand même la donne de l'imposer par une loi, parce qu'en fait, donc les SRADET qui ont été mis en place, ces documents à l'échelle régionale, qui ont été mis en place dans les 3-4 dernières années, là, ils ont quasiment tous du moins 50, en fait, dans leurs objectifs. Et en fait, donc pour faire des enquêtes auprès des régions, donc, qui portent les SRADET, ça n'a rien à voir de dire dans son SRADET, notre intention, c'est de faire du moins 50 à l'horizon 2040-2050, que d'avoir un objectif chiffré sur lequel ils vont devoir rendre des comptes à l'État. Ça change complètement la manière de faire. Et donc là, on sent que, de toute façon, vu l'énergie qui est mise,
dans les débats et dans les essais de destruction du texte, c'est que vraiment ça change les choses. Voilà. Mais après, encore une fois, il y a des fuites possibles, il y a énormément de passes du droit possibles dans les méthodes de calcul qui vont être mises en place et dans la façon dont les acteurs, les bureaux d'études vont jouer le jeu ou pas. Mais donc là, ça va pas se jouer à l'échelle des PADD en fait. Ça va se jouer. Non, probablement pas. Probablement que ça va se faire à l'échelle des SCOT. Mais là encore, il y a beaucoup de questions parce qu'il n'y a pas des SCOT partout, il n'y a pas des PLU partout. Donc comment on va faire quand il n'y en a pas, voilà. Et comment on distribue. Oui, et puis le calcul ne se ferait de toute façon pas dans un PADD et pas dans un. Probablement pas. En fait, là, les régions sont en train de réfléchir à leur méthode de territorialisation. Donc comment elles répartissent les droits. La distribution de l'ouverture à l'urbanisation, quoi. Donc, est-ce qu'on recentre sur des bourgs-centres et en même temps, c'est complètement tabou en France de demander à une commune qui perd des habitants d'arrêter de construire. On ne peut pas. C'est pas dans l'esprit. Politiquement, ça ne se dit pas. Sauf que, il y a un moment, il va falloir le faire quand même. Voilà, c'est très compliqué. D'autres questions, remarques? C'est une question très simple. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait que la moitié des communes qui étaient dotées de PLU. Et du coup, l'autre moitié, c'est qu'elles ne souhaitent pas ou elles ne peuvent pas Alors, il y en a qui ne souhaitent pas, parce qu'elles ont bien vu que le règlement national, ça donnait plus de liberté quand même dans la distribution des permis de construire, etc. Après, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas vraiment parce que ça coûte très cher de faire un PLU. Il faut de l'ingénierie territoriale, il faut un chargé de mission, il faut employer un bureau d'études. C'est très cher, très long et il y a beaucoup de communes qui ont du mal à faire leur bilan, donc c'est compliqué. Et puis c'est conflictuel potentiellement aussi. Et c'est potentiellement conflictuel, bien sûr. C'est potentiellement conflictuel. Ouais. Et les autres, elles sont au RNU, au Règlement national d'urbanisme, qui est beaucoup plus léger, où il y a deux grandes catégories, tu m'arrêtes quand je dis des bêtises, hein, urbanisé ou pas. Ouais. Ce qui est beaucoup plus complexe dans un PLU où tu as plein de types de zones et plein de possibilités. Il y a une question. On va prendre une... Ouais. Qu'est-ce qui considère... Merci. Juste, qu'est-ce que... attendez, je sais plus ce que je vais dire. Ah oui, vous disiez tout à l'heure qu'il y a l'artificialisation des sols. Qui est-ce qui considère... en mode, qui met en place ces lois pour dire là, c'est artificialisé, là, ça ne l'est pas? Puisque ce n'est pas des écologues, du coup, vu que vous disiez que... Par exemple, un truc de foot et une prairie, en effet, ça n'a rien à voir. Ouais. Alors, donc, du coup, je vais quand même la sortir, ma diapo. En fait, la production d'une loi, bon, globalement, qui a le crayon à la base? C'est quand même l'administration compétente, hein, donc c'est le ministère de l'écologie. Mais ça passe par énormément de processus qui sont à la fois techniques, consultatifs et législatifs. Donc, il y a eu le service du ministère, il invite, il consulte des acteurs et il le tient au courant du texte. Et ils réagissent en séance et ils essaient d'amender le texte. Donc, ces acteurs, c'est les collectivités, donc Association des maires de France, région, SCOT, et c'est aussi les professionnels du BTP, en gros, les aménageurs, etc. Et il y a eu une seule association environnementale invitée à la table, donc là c'est un petit peu bancal comme approche. La notion de partenaire, on peut parler de lobby aussi. On peut parler de lobby, tout à fait. Voilà, c'est comme je disais, on est sur une approche de l'action publique intègre les acteurs concernés à la fois dans la conception et dans la mise en œuvre des politiques. Donc c'est à la fois bien et à la fois un peu... c'est à la fois pervers parce que ça fait que des lobbies économiques qui ont un certain pouvoir ont la capacité à agir tout de suite. Surtout si les autres se limitent à une personnalité. Oui, c'est là où on ne comprend pas bien que le ministère ait fait ça et en même temps, ils ont tenu hein, contre vents et marées. Le texte est quand même très ambitieux par rapport au vent qu'ils ont en face d'eux. Hein, donc...
c'est un choix qui est difficile à comprendre. Et ensuite, une fois que les décrets sortent, il y a une consultation sur ces décrets. Donc, par exemple, en tant que muséum, nous, on est consultés sur ce genre de choses. Et donc, on travaille sur le texte et puis on essaie de faire changer des choses. Donc, c'est là où je dis qu'on a une petite victoire, hein, parce qu'on a réussi à faire changer, notamment un collègue écologue avec qui je travaille. On a réussi à instaurer l'idée d'un coefficient qualitatif quand même dans cette nomenclature. Mais donc il y a eu, ça c'est la deuxième version. Mais voilà, globalement c'est le fruit d'une réflexion qui intègre les praticiens, enfin, les acteurs économiques. Vas-y. Et comment ça se fait que de base on ne travaille pas plus ensemble avec l'État, enfin l'État et les paysagistes ou l'État et les géographes, les écologues, pourquoi ils ne travaillent pas plus ensemble, simplement? Alors là, il faudrait organiser une autre conférence sur les liens entre science et politique. Non, ils travaillent ensemble. C'est-à-dire que ils travaillent ensemble. Par exemple, dans la séquence ERC, tout à l'heure, j'ai parlé du CNPN. Dans le CNPN, le Comité national de la protection de la nature, là, qui est là. Ici, c'est beaucoup de scientifiques qui en font partie. S'il y a eu la trame verte et bleue, c'est bien qu'il y a des écologues qui ont réussi à... Mais voilà, il y a beaucoup de vents contraires. Moi, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on va prendre à peu près la dernière question, parce que Fanny a un train, donc on va être attentif à ce qu'elle ne rate pas son bus. Est-ce qu'il y a une question? Bon. C'est parfait, ça fait que j'en poserai pas. Mais bon, c'est pas grave. T'en as déjà posé une en même temps. Moi, je voulais savoir quel corps de métier il y avait au Muséum d'histoire naturelle. Oula. Qui travaillait. Rien à voir. Oui, donc le muséum, alors je la fais très rapide. Le muséum a 5 missions qui sont l'enseignement, le musée, donc l'accueil du public, l'expertise, la recherche et la collection. Donc la collection des spécimens depuis Linné et compagnie depuis des siècles et des siècles. Voilà, 5. Donc il y a tout ça. Donc voilà, il y a des gens qui accueillent du public dans les musées, et il y a des chercheurs et il y a des enseignants. Non, mais je voulais dire ceux qui par exemple, Les thèmes de recherche? Ouais, c'est ça. Alors il y a de l'histoire contemporaine de la nature, donc c'est-à-dire l'écologie, de la sociologie comme moi, des politistes, des philosophes, des anthropologues, beaucoup d'anthropologues. Et après il y a tout ce qui est l'ancien, donc la paléo et tout ce qui est biologie, écologie. Donc la prochaine fois que vous passez à Paris, vous allez au muséum d'histoire naturelle. Ouais. Ok, bon, je te poserai ma question sur le chemin. Ok, ça marche. Pour pas te mettre en retard. Merci beaucoup à tous. Je vous avais promis que ça serait moins long qu'hier. Merci beaucoup à tous et puis bonne soirée.